Est-ce que vous m'entendez bien? OK, cool. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de mon sujet, c'est l'étude scientifique des aspects ufologiques du folklore occidental, c'est-à-dire l'interrelation qu'il pourrait y avoir entre ce qu'on a appelé les fées, les gnomes et les lutins, qui ont peut-être été prises à l'époque avant le milieu du 20e siècle, sorry, qui ont été confondus, donc, pour des extraterrestres, vice-versa. Donc, c'était un peu ça l'idée, mais c'est pourquoi j'ai choisi ce sujet-là pour vous présenter aujourd'hui, pour plusieurs raisons. D'abord, par curiosité personnelle. Deuxièmement, ce qui est assez étonnant, c'est que malgré qu'aujourd'hui, les gens sont très au fait du phénomène extraterrestre, il y a encore aujourd'hui environ 500 observations annuelles de par le monde d'observations de fées, de lutins, de gnomes. C'est quand même assez stupéfiant. J'ai moi-même interviewé une dame du Saguenay il y a quelques années de ça, un ancien professeur de français à la retraite, qui, on va en revenir, je vais y revenir un petit peu plus tard tantôt, qui a vu donc dans son jardin sortir 3 gnomes de son, à travers ses plants de tomates, et ça n'avait rien à voir avec des extraterrestres. Du moins pour la forme, ou du moins la forme qu'elle a vue. Elle a eu très, très peur, évidemment. Le contact a duré peut-être 2 secondes, et puis dans les deux cas, les deux sont partis. Ils ont eu très, très peur. Mais qu'est-ce qu'elle a vu exactement? Donc, est-ce qu'elle a vu quelque chose qui était d'origine féerique ou d'origine extraterrestre? Alors, c'est un petit peu là-dessus que je vais élaborer cet après-midi. Alors, la question, c'est est-ce qu'avant le milieu du 19e siècle, ce qu'on voyait, c'était des êtres féeriques ou c'était des extraterrestres, mais que les gens, il n'y avait pas de nom pour ça. Si les gens avaient vu des extraterrestres, des gris ou peu importe le nom qu'on leur donne, euh, comment auraient-ils interprété cela? C'est un peu comme si on revenait au Moyen Âge avec une voiture, avec un ordinateur, puis on demandait aux gens à qui on le montre, définissez-moi ce que vous voyez. Ça n'aurait pas été possible de le faire. Donc, c'est un peu un petit peu la même chose. Mais j'insiste toujours sur le fait que parallèlement aujourd'hui, donc les deux cas d'observation se manifestent. Alors, faire un petit peu d'histoire, c'est qu'en réalité, je vais vous parler de ce que moi j'ai appelé, ce que j'ai appelé, moi, la théorie valléenne en l'honneur de Jacques Vallée, toujours vivant, un des ufologues les plus connus, sinon le plus connu dans le domaine. C'est qu'en 1969, il a écrit un ouvrage en anglais parce que finalement, on dit qu'il est français, mais il est aussi américain. Il a travaillé pour la NASA, entre autres. C'est un informaticien, aussi un astronome. Alors, en 1969, il a écrit un livre qui s'appelle Passport to Magonia, qui a été traduit en français sous 2 titres différents. Et c'est vraiment la première fois que moi, je voyais cette interrelation-là entre, sous forme d'études comparatives, si on peut dire, différentes histoires qui mêlaient à la fois le monde de la féerie euh, avec le monde des extraterrestres. Mais il y a eu d'autres personnes par la suite qui ont élaboré sur le sujet. Entre autres, un livre qui est excellent, c'est le livre de Janet Bord. Elle a consacré tout un chapitre sur l'interrelation possible entre les deux. Il y a aussi des allusions qui viennent de d'autres livres que vous pouvez voir, le Fairy Bible, Seeing Fairies, qui est excellent d'ailleurs, et qui est d'une personne qui était l'ancienne secrétaire de la FIS, dont je suis membre. Alors, qu'est-ce que la FIS? C'est l'acronyme pour le Fairy Investigation Society. C'est une société britannique qui étudie, si on peut dire d'une manière aussi sérieuse et aussi scientifique que possible, le phénomène d'apparition des gnomes, des fées, des lutins, autant les apparitions d'autrefois que les apparitions d'aujourd'hui. Donc, ils vont traiter ça. J'ai eu l'occasion d'écrire des papiers là-dedans ou des petites choses, enfin des anecdotes qui me sont arrivées à l'intérieur de leur revue qui publie une fois à tous les 6 mois.
tout récemment, j'ai découvert, je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas encore reçu. J'ai découvert ça il n'y a pas tellement longtemps. Donc, il y a un type qui s'appelle Nigel Grattan, un auteur qui, en août 2018, a écrit The Landing Lights of Magonia, qui est probablement un genre de suite modernisée du premier livre qui date de 69 de Jacques Vallée. J'ai bien hâte d'avoir. J'aurais voulu vous en parler aujourd'hui parce que c'est très, très récent pour regarder, voir les dernières théories. Mais bon, ce sera pour une prochaine fois. Donc, la théorie valléenne, qu'est-ce que ça dit? C'est que ça dit que les témoignages du passé concernaient peut-être ce qu'on appelle donc le petit peuple, ou en anglais « the little people ». Et puis, en réalité, c'était peut-être des contacts du troisième type, donc des contacts avec des gens qui sortaient possiblement de vaisseaux extraterrestres, même si certaines personnes ne croient pas à l'existence des soucoupes volantes des vaisseaux extraterrestres. Mais aussi, ça pouvait aller jusqu'au quatrième type, c'est-à-dire des abductions. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Pour ceux qui n'ont pas trop de connaissances dans le domaine des fées, peut-être avez-vous déjà entendu parler quand vous étiez jeune, quand vous avez lu les livres là-dessus durant votre enfance, que si on rentre dans un cercle de fées, on disparaît. N'est-ce pas quelque chose qui ressemble à une abduction ou une disparition causée par une forme de radioactivité super intense après un atterrissage? Personnellement, chez moi, et à toutes les années, j'ai des cercles de fées qui apparaissent sur mon terrain, dans ma cour arrière. J'ai fait une expérience, une fois, je suis rentré dedans, je suis toujours là. Mais c'était probablement des faux. Alors, ici, comment on peut distinguer justement les événements de l'un et de l'autre? Bien, c'est par tout simplement des recoupements. On fait des analyses, des études comparatives. On compare ce que les gens ont pu observer dans le passé, et même encore aujourd'hui, avec ce qui a été observé donc depuis la seconde moitié du 20e siècle jusqu'à aujourd'hui. Donc, on va après la Deuxième Guerre mondiale. Moi, ce que j'en ai lu, c'est que les premiers rapports officiels de l'existence des soucoupes volantes, en réalité, est apparu en 1944, à l'époque de l'Allemagne nazie. Hermann Göring avait ouvert un genre de dossier spécial sur les vaisseaux qui se propulsaient sans hélice. Et évidemment, l'idée de départ, c'est qu'il ne voulait pas que ça soit quelque chose qui vienne des Alliés, mais qu'il s'est rendu compte rapidement que ça n'avait rien à voir avec les Alliés, puisqu'il n'y avait jamais d'attaque de la part de ces vaisseaux-là. Donc, on peut dire que le domaine des observations d'OVNI est parti à peu près en 1944. C'était très popularisé par, évidemment, l'arrivée de Kenneth Arnold, qui, en juin 1947, a parlé de Flying Saucer. Donc, on a déjà entendu parler du terme de soucoupe dans le passé, mais soucoupe volante, c'est vraiment lui qui a parti l'idée. Et puis, je vais revenir un petit peu sur ce thème-là, parce que moi aussi, je ne crois pas aux soucoupes volantes dans le sens où ils ne volent pas. Ce sont des vaisseaux spatiaux qui échappent aux lois de l'aérodynamique, mais ce sont quand même des objets qui se déplacent. Je vais vous en reparler un petit peu plus tard. Alors, pour revenir à la FIS, pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez peut-être aller sur le site Internet pour en savoir davantage. Très, très brièvement, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. C'est un peu les origines. C'est un officier de la marine britannique qui a fondé, avec Bernard Slay, l'artiste, en 1927, la FIS, parce que lui-même, c'est un passionné du monde de la féerie. Il faut dire que l'Angleterre, du début du 20e siècle, est absolument inondée de témoignages d'observations de fées. Alors, lui, il s'en est intéressé comme bien d'autres, et puis il a décidé de fonder une société qui pouvait les étudier. Sur le bouquin qu'on voit ici qui s'appelle « Seeing Fairies », je dis que c'est un livre posthume parce que le livre a été publié après la mort de Marjorie Johnson, qui est morte à l'âge de 100 ans d'ailleurs. Et puis, elle a recueilli tous les témoignages, ce qu'elle a pu sauver, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, des témoignages d'observation. Cette société-là a vécu 3 fois, si on peut dire, de 1927 à 1939. Ensuite, de 1950 à 1990-92, elle est redisparue, puis elle est refaite surface en 2013.
En 2013, c'est le professeur Simon Young, qui est professeur à l'Université de Florence, qui a décidé de ressusciter la société. Tous ceux qui s'intéressent donc aux fées et aux gnomes en tant que soit des souvenirs du passé ou simplement au fait que c'est vraiment bizarre qu'on parle encore de ça de nos jours. On a l'impression que ça sort des contes des frères Grimm ou de Perrault qui ont tout simplement repris en réalité des témoignages qui sont issus du Moyen Âge. Le bulletin que vous voyez là-dedans, il y a des articles sur des sujets bien précis et surtout sur des observations. Alors, évidemment, comme on n'a pas vraiment de photographie, si on peut dire, de gnomes, de fées, de lutins, de corrigans, de tout ce que vous voulez dans la panoplie du monde de la féerie, nous n'avons que des images issues de l'imagination des gens ou de témoignages, que ce soit des adultes ou des enfants. Alors évidemment, il y en a un grand nombre de variétés, mais curieusement, la majorité des personnages viennent du monde celtico-germanique. Donc, c'est surtout le nord de l'Europe, le folklore européen, dont sont issus les personnages. Et là, on voit qu'ils ont toutes sortes de formes possibles et imaginables. Certains ressemblent à des animaux, d'autres entre les deux, d'autres à des êtres humains. Les fées, par exemple, sont souvent représentées comme des femmes, parfois des hommes aussi. Il existe des fées de sexe masculin qui ont des petites ailes. Et puis, elles ne sont pas tellement grandes, donc elles peuvent voler avec le peu d'envergure des ailes. Rien à voir avec le Mothman dont il était question tantôt. Le Mothman volait, mais il ne volait pas en réalité, il planait. De toute façon, ça aurait été impossible du point de vue de l'aérodynamique qu'il puisse voler. Ça aurait pris, étant donné qu'il y avait une hauteur d'homme, une envergure d'aile qui était au moins 3 fois celle qui a été observée. Si on compare maintenant ce que vous avez vu tantôt, c'est-à-dire les dessins, des images à des possiblement photos d'extraterrestres, j'en ai pas trouvé. Je peux vous dire une chose, c'est qu'au niveau des êtres féeriques, j'ai fait une recherche, une étude là-dessus, et j'ai écrit un article justement dans la dernière édition de la newsletter de la FIS. Il existe environ 5 photos, sans dire le mot authentique, disons 5 photos qu'on n'a pas réussi à dire qu'elles n'étaient pas vraies. Ça ne veut pas dire qu'elles sont vraies, mais il y en a juste 5. Ce n'est pas évident. Du côté des extraterrestres, il y a beaucoup plus de photos de supposés extraterrestres. Mais encore une fois, je dois abonder dans le même sens des sceptiques. Il n'y a aucune photo hors de tout doute d'un extraterrestre qui nous permet de dire, bon, mais ça, c'en est une, le cas est réglé. Donc, c'est des probabilités, c'est des possibilités, mais ce n'est pas absolu à 100%. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on compare. On fait des études comparatives entre les deux. Alors, ce qu'on voit souvent, et là, ici, c'est un petit peu pas au niveau de comparaison, c'est pour ça que je vais juste tantôt revenir au niveau des tableaux comparatifs avec les types d'extraterrestres qui ont été publiés en 2008 par Bernard Bidault, qui est un ancien magistrat français et qui s'est intéressé au phénomène ufologique. Et il y a beaucoup plus de types qu'il y en a, par exemple, indiqués dans le livre de Henri Durand et qui ont été, si on peut dire, mis sous forme de description par Pierre Andia. Alors, le type 1, je ne sais pas si vous remarquez un petit peu la gueule du bonhomme, c'est un dessin qui a été fait à partir donc de témoignages. Bien, ça ressemble un petit peu à une face de lutin, sans son chapeau, si on peut dire. Tant qu'au type 4, bien, dans le livre d'Henri Durand, le type 4, c'est à peu près tout ce qu'on peut imaginer que les gens ont pu voir dans le passé. Donc, ça, c'en est, mettons, comme un genre de tutti-frutti. Bon, ça, c'est mon préféré. Alors, selon Andia, l'extraterrestre de type 3 ressemble vaguement à une sorte de singe très petit avec une grosse tête, démesurée par rapport au corps. Ce qui m'a toujours fasciné de cet être-là, c'est qu'il ressemble à une apparition qui est arrivée à Montréal, sur le boulevard Perra, à Rivière-des-Prairies.
Et 2 jours avant de voir cet être-là, qui ont été vus par 3 jeunes qui sortaient de la ronde, qui s'étaient amusés à la ronde, des gens qui avaient 20 et 21 ans. L'histoire ne dit pas s'ils ont pris une consommation avant d'arriver là, mais ça s'est passé à 5 heures du matin. Et là, ils ont fait quand même une déposition auprès de la police parce que leur première idée, c'est que ce n'était pas un extraterrestre, mais un singe qui s'était échappé d'un cirque. Puis finalement, c'est vrai que ça ressemble vraiment à ça. Alors, le témoignage de ces gens-là, ainsi que le dessin, on peut le voir dans un livre qui s'appelle « J'ai chassé les pilotes des soucoupes volantes » de Henri Bordelot, le premier ufologue officiel, on peut dire, du Québec. Livre qui ne m'a pas coûté si cher que ça. Finalement, si je compare à d'autres bouquins que j'ai payé des centaines de dollars, finalement, j'ai été chanceux avec lui. C'est un livre extrêmement rare. Je vous mets au défi de le trouver. Alors, ce personnage-là, pourquoi il m'a fasciné plus particulièrement moi, c'est que 2 jours auparavant, on a vu un ovni au-dessus de Boscoville. Et Boscoville, c'est juste derrière ma maison. Alors, en 68, évidemment, je n'habitais pas là. J'habitais dans le quartier Rosemont à Montréal. Mais depuis 87, j'habite dans une résidence qui est juste, donc, on peut dire devant ou derrière, dépendamment de ce qu'on se place, de Boscoville. Alors, pour moi, ça fait toujours une drôle d'impression de savoir qu'à quelques enjambées de ma maison, il y a eu une apparition d'un extraterrestre et aussi une manifestation d'un ovni. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre ça par cœur. Il n'y a pas de quiz à la fin de ma présentation. Mais dites-vous que les équivalents au niveau des types viennent de Bernard Bidot. Je vais vous montrer le livre tantôt. Et puis, il y a tellement de sortes de noms qu'on a donnés dépendant des pays, Scandinavie, Suède, Finlande, etc. Les trolls, les farfadets, les faux, les fanfrelons, etc. Je vous fais grâce de la nomenclature. Ça va probablement apparaître sur le site du Garpan, la présentation. Mais c'est que ce qui est assez étonnant, c'est que par rapport au type d'êtres féeriques qui ont pu être observés, il y a un équivalent extraterrestre qui lui correspond. Alors là, on commence à regarder ça, on commence à dire tranquillement, pas vite, c'est-tu vraiment ça qu'on a vu, etc. J'aurais même pu pousser l'étude plus loin en disant que même au Moyen Âge, on aurait même pu associer des démons avec des extraterrestres. Alors, je me suis limité aux êtres féeriques, c'est déjà pas si mal. Qu'est-ce qu'il y a de plus, en fait, lorsqu'on fait une étude comparative entre les êtres féeriques et les êtres extraterrestres? Il y a la fameuse baguette magique des fées. Ça ressemble un petit peu au tube de lumière qui a été rapporté moult fois par des témoignages que des êtres extraterrestres avaient avec eux, qui émettaient une lumière et qui faisaient des effets différents dépendant du code du témoignage. Certaines personnes ont été paralysées par des faisceaux de lumière, d'autres ont simplement été aveuglées. Mais il y en avait pour moi que ça ressemble un peu aux baguettes magiques des fées, un petit coup de baguette magique et je te fais disparaître ou je t'envoie ailleurs, peu importe. Alors ça, c'est une des analogies. Ensuite, la capture. Je parlais tantôt des cercles de fées. Ça, c'est un bon exemple. Les gens rentrent dans des cercles de fées et disparaissent. C'est quand même curieux qu'il y a des phénomènes d'abduction qui ressemblent à ça. C'est-à-dire que les gens ne rentrent pas dans un cercle de fées, mais peuvent rentrer à l'intérieur de quelque chose qui peut lui ressembler, quelque chose même qui peut être sympathique. Du genre, justement, un rond de champignons. Les déplacements rapides, on a vu ça souvent parmi les êtres. Les fées se déplacent à une vitesse fantastique. Des extraterrestres aussi peuvent se déplacer très, très rapidement, selon certains témoignages. Le langage incompréhensible, selon, encore une fois, d'autres témoignages qui nous viennent surtout, par exemple, du livre « Seeing Fairies » de Marjorie Johnson. On entend des sifflements. Donc, le langage des fées est incompréhensible pour l'oreille humaine. Mais aussi, on a souvent des témoignages qu'on peut voir dans différents livres où les extraterrestres s'expriment entre eux et les gens qui en sont témoins n'y comprennent absolument rien. Ensuite de ça, on va parler de d'autres types d'observations. On compare toujours des observations folkloriques avec des observations extraterrestres.
Par exemple, la fameuse, on va commencer avec ça, la fameuse fée Carabosse, que peut-être tout le monde ont pu voir dans des livres, des albums pour enfants. Bien, la fée Carabosse, en réalité, elle est apparue dans une chanson de geste du 13e siècle. C'était donc une personne extrêmement difforme qui avait des pouvoirs maléfiques, mais elle aussi, elle avait une baguette. Bon, est-ce que c'est réellement un être difforme? C'est possible, problème génétique, brisure de l'ADN, peu importe. Ou est-ce que c'était un être extraterrestre qui était pas constitué, évidemment, comme vous et moi, et qui avait une baguette magique maléfique qui paralysait? Euh, un genre d'observation équivalente, c'est en septembre 1954 à Caroube, en France, où une personne dont le nom, je pense que c'est De Wild, le nom du témoin. Marcel De Wild, bon, exactement. Il a vu des... Pardon? Marius De Wild, exactement. Excellente mémoire. Alors, Marius de Wild a vu des petits êtres qui ressemblaient, encore une fois, à des gnomes plus que d'autres choses et qui avaient également, qui n'étaient pas tellement loin d'un vaisseau. Je vais revenir à cette notion-là parce que là, il y a une petite subtilité à faire. C'est que dans les témoignages des gens qui ont rapporté des fées, des gnomes et des lutins, ils ne sont jamais à proximité de quelque chose qui peut ressembler à un vaisseau, mais parfois à un champignon géant, la fameuse amanite tumouche, qui n'est pas mangeable d'ailleurs. Alors, ça, c'est une autre chose. Ensuite de ça, il y a un autre cas. J'ai pris des cas au hasard parce qu'il y en a des centaines, même des milliers. En 1660, il y a une sage-femme qui disparaît en Suède. Il y a un petit lutin qui vient la voir. Il a la peau toute noire, mais il est gris, avec un capuchon. Puis il lui dit, ben si tu viens pas pour aider ma femme qui est en train d'accoucher, ça va mal se passer pour toi. Alors, pas pris de chance, elle y a été. J'aurais peut-être fait la même chose. Et puis finalement, elle est revenue, mais elle est disparue pendant quelques jours. Bon, alors les phénomènes de disparition, ça rappelle la fameuse disparition très, très momentanée du couple de Betty Barney Hill, que probablement tout le monde ici dans la salle connaît. Petite anecdote, j'ai été en contact avec Kathleen Marden, qui est du MUFON aux États-Unis, qui est une amie personnelle, était une amie personnelle de Betty Hill, qui est décédée il y a quelques années. Et c'est curieux de savoir que Betty et Barney Hill venaient régulièrement à Montréal manger sur la rue Sainte-Catherine avant de repartir chez eux dans leur état. Et environ 4 heures après leur passage à Montréal, que l'abduction s'est faite. Donc, je pense que c'était dans le... C'était... je ne me souviens pas du point exact là, de l'endroit où ça s'est arrivé, mais quand même. L'abduction a duré 2 heures. Et puis, donc, c'est un autre phénomène de disparition momentanée. Par contre, en 68, moins de gens le savent peut-être, mais le couple Vidal, qui est un médecin, et sa femme sont partis je crois que c'était Chascomos. C'était en banlieue ouest de Buenos Aires. Et ils sont partis, ils retournaient chez eux après un party. Il était environ 11 heures le soir. Et ils se sont retrouvés du noir à pleine clarté sur une autoroute de Mexico City. Sauf qu'ils se sont retrouvés là 2 jours après, et même s'ils avaient roulé 24 heures sur 24 sans s'arrêter pour mettre de l'essence, il aurait fallu qu'ils roulent à peut-être 220 km/h pour arriver en 2 jours à Mexico City. Leur voiture, la peinture était complètement décapée. Phénomène inexpliqué. Mais ça, c'est un phénomène d'abduction. Oui, non, il n'y a pas eu, par rapport au couple Betty Barney Hill, d'hypnose régressive non suggestive pour laquelle ils ont passé. La femme de M. Vidal était beaucoup trop perturbée par l'événement, donc ça a resté là. Mais le phénomène a quand même été bel et bien documenté. Ensuite de ça, on parle toujours d'apparition, de disparition rapide, j'en ai mentionné tantôt. On parlait du cas du Mothman, ça c'est ou l'homme mythe en français. Il y a eu un livre, en fait plusieurs livres même, qui a été écrit là-dessus, mais donc les plus sérieux viennent de John Keel. Il y a eu un film aussi qui a été fait là-dessus qui s'appelle The Mothman Prophecies, qui n'a ni queue ni tête, soit dit en passant.
Plein d'erreurs historiques, comme la plupart des films, malheureusement, où on passe d'un livre à un film. Mais le Mothman, on n'a pas vraiment d'explication pour ça, sauf qu'il s'est retrouvé sur des terrains, il a suivi des gens en voiture, etc. Et il est disparu après l'effondrement du Silver Bridge en décembre 67. Certaines personnes ont prétendu qu'ils l'ont vu un peu partout, juste un peu avant l'effondrement des tours du World Trade Center. Je ne sais pas, toutes sortes d'affaires. Les noces de Figaro, peut-être, pourquoi pas, des gens voient des choses partout. Mais officiellement, il n'y a pas rien de spécial à dire de plus sur ce qui est arrivé passé 1967. Mais quand même, le Mothman, je vais vous montrer une petite slide tantôt, on le compare aussi à une fée géante. Le sifflement des fées dont je parlais tantôt, on termine avec ça. C'est peut-être que les gens ici connaissent le fameux cas du Sodom Common en Angleterre, le petit homme bleu, des enfants qui ont vu un homme tout en bleu avec une barbe assez longue et puis avec une forme bizarre. Mais encore une fois, c'est la description des enfants qui ont tous été d'ailleurs interrogés séparément. D'après les recoupements, ils ont tous dit la même chose et que ça ressemblait beaucoup plus à un lutin qu'à un extraterrestre. Mais en réalité, c'était peut-être un extraterrestre. Un ou l'autre, on ne sait pas trop. C'est un petit peu comme n'importe quoi. C'est comme faire une apparition sous une forme qui ne nous fait pas peur. Donc, c'est sûr que si les formes humanoïdes extraterrestres étaient, comment on va dire, un peu choquantes, autant pour des enfants que pour des adultes, ben, ils ont peut-être bien les capacités de se montrer sous une forme qui est acceptable. Vous en voulez des photos de gnomes? Bon, ça, c'en est peut-être une. Peut-être une. Cette photo-là qui a été prise en 1927, bizarre, hein? La même année de la fondation de la FIS par Crawford, on n'a jamais pu vraiment été capable de l'identifier. En 1927, les appareils qui avaient été pris pour faire ça n'avaient pas de négatif, c'était sur des plaques de verre. Un petit peu comme les fameuses filles de Cottingley. Le cas le plus exceptionnel dans le domaine des fées et de la féerie. Donc, 5 photos prises par Francis Griffith et sa cousine Elsie Wright. Sur les 5 photos qui ont été prises, elles ont finalement admis en 1983 qu'elles étaient fausses. Mais comme Sir Arthur Conan Doyle était un passionné du paranormal, c'est lui qui a publié ça d'abord dans le Strand Magazine. Par la suite, il a écrit un livre en 1922 qui s'appelle The Coming of the Fairies, dans lequel il a exposé les 5 photos comme étant authentiques. Les dames, par respect de Sir Arthur Conan Doyle, l'auteur de Sherlock Holmes, qui était médecin de formation par surcroît, n'ont pas voulu démolir sa réputation même après sa mort en 1930. Petite anecdote, le père de Sir Arthur Conan Doyle était fou, cliniquement parlant, et il passait ses journées entière à dessiner des fées, des gnomes, des lutins. Il était fasciné par ça. Drôle de hasard. Mais c'est peut-être ça qui a influencé finalement sur Arthur Conan Doyle. Maintenant, on va toujours continuer dans la morphologie corporative. Le fameux monstre de Braxton, qui est apparu le 12 septembre 1952. Ça, c'est assez fascinant. Celui qui a écrit le livre là-dessus, qui s'appelle Feschino, l'auteur du livre, dont j'ai copie, signé par lui, j'ai eu de la chance. Il a écrit un livre de 352 pages sur l'événement qui a duré 3 secondes. Champion. Il aurait travaillé pour le gouvernement du Québec. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé chercher tous les événements, un peu avant, pendant et après ce qui est arrivé. Mais c'est une professeure d'école avec ses élèves, après le souper, qui est allé voir dans la forêt qu'est-ce qui s'était passé après une chute météoritique. Apparemment, un météorite serait tombé derrière leur terrain. Puis lorsqu'ils sont arrivés là, ils ont vu une espèce de... Je ne serais même pas capable de le décrire, une sorte de robot, peu importe, ou un extraterrestre à l'intérieur d'une carapace. Mais ça ressemble quand même étrangement au fameux lutin au chapeau pointu du Moyen Âge. Alors, est-ce que c'est ça que les gens voyaient? Est-ce que c'est une autre visite de ces fameux robots-là qui viennent une fois à tous les 300-400 ans nous visiter? Et puis, on a confondu, donc, cet être-là avec un gnome, ou c'est le nom qu'on lui a donné. Le fameux Mothman, ça, c'est la statue qui est à Point Pleasant,
qui finalement commémore l'événement du Mothman, ben, est-ce que c'est réellement un être humain avec des ailes? Un extraterrestre avec des ailes? Je ne sais pas, il me semble que l'idée est assez bizarre. Ou est-ce qu'il s'agit d'une fée géante? Moi, je vous laisse ça à votre jugement, mais d'après moi, je ne saurais dire ce que ça pourrait être. Sinon, peut-être réellement un extraterrestre qui n'avait peut-être pas des ailes au sens strict où on l'entend. Regardez l'envergure des ailes, c'est complètement ridicule. Il ne pourrait même pas voler à 2 cm de terre. Il n'y a pas de portance. Donc, c'est peut-être autre chose, mais par contre, ça a réellement été vu par plusieurs témoins d'ailleurs, pendant une période qui a duré environ 1 an et demi, à Point Pleasant, évidemment. Ensuite de ça, le fameux monstre de Dover, on l'a appelé comme ça. Alors, le démon, je m'excuse. Alors, le démon de Dover, il est difficilement classifiable. Est-ce que ça peut être un petit lutin, un petit gris? Est-ce que c'est donc un extraterrestre de type 2? L'idée, c'est que c'est manifesté pendant environ entre 25 à 26 heures par plusieurs témoins qui ne se connaissaient pas d'ailleurs, qui ont tous rapporté avoir vu ça. C'est comme une sorte d'être qui pouvait se mouvoir après les murs, etc. Mais si un être comme ça avait été vu, par exemple, au 17e siècle ou au 18e, ben, on aurait dit, ben, on a vu un petit lutin qui s'est promené, qui était gris. Mais en réalité, c'était peut-être tout simplement un type d'extraterrestre. Bon, on va revenir maintenant à la morphologie corporative avec un vrai gnome moderne. Donc, le cas de Whitley Strieber. Probablement que vous avez tous peut-être vu ou lu soit le livre Communion ou le livre Communion, qui est quand même assez vieux, le film en question. Bien, Whitley Strieber, qui avant écrivait de la fiction, c'est arrivé à lui dans son chalet à la campagne. Il a été abducté et puis c'est arrivé même à plusieurs reprises. Et puis, le film est assez fantastique dans le sens où il est complètement farfelu. Où on voit, entre autres, les grilles de Strieber qui commencent à faire des danses avec style hawaïenne devant lui. Puis il a réellement vu ça, puis il n'y a aucune espèce d'idée pourquoi il faisait ça. Puis, tant qu'au gnome, ce qui est quand même assez bizarre, c'est que ça ressemble vraiment au gnome moyenâgeux. Eh bien, c'est comme deux types d'êtres, mais qui sont passablement différents du point de vue de la morphologie. C'est quand même assez bizarre de voir ça. Mais je dis bizarre par rapport à notre point de vue humain. Sur la Terre, il y a une seule race d'hommes, le Cro-Magnon, dont nous sommes tous les descendants. Qu'on soit noir, asiatique ou blanc, nous descendons tous des Cro-Magnons. Il y a eu une race parallèle, les Néandertaliens, qui ont vécu en même temps que les Cro-Magnons puis qui finalement sont disparus, mais qui devaient probablement, d'après les squelettes, ressembler quand même passablement aux Cro-Magnons. Mais là, ici, on remarque qu'au niveau de la morphologie, il n'y a pas grand point. Donc, ça voudrait peut-être dire que sur d'autres mondes existeraient ou coexisteraient différentes sortes de groupes ethniques qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Bon, ça, c'est le genre de niaiserie qu'on trouve sur le web. OK? Sur le web, on peut tout trouver. Puis si vous faites une recherche sérieuse à partir du web sur un sujet, même quel qu'il soit, même sur le Père Noël, je suis sûr qu'il y a des sites qui disent qu'il existe pour vrai. Alors là, on trouve toutes sortes d'affaires partout dans le monde. Les références sont douteuses. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a des gens qui prennent du temps à faire des maquettes peut-être ou à trouver des choses qu'on ne sait pas. Je sais pas, peut-être que ça existe pour vrai, surtout l'extraterrestre hybride. C'est peut-être, je ne sais pas moi, un être difforme, je ne sais pas trop, puis qui serait mort, et puis évidemment, on l'aurait retrouvé. Bon, on aurait pu prétendre que c'est un gnome. Quand on regarde, par exemple, dans la littérature, ce qui était rapporté par Janet Board, il y a des extraterrestres ou des lutins, comme vous voulez, dans le chapitre 5, c'est indiqué, qui sont rapportés qui ont à peu près juste 2 pouces de haut. Donc, il y a des extraterrestres qui sont des géants. Il y en a qui ont 2 pouces de haut. C'est la diversité. C'est un peu ce qu'on voit d'ailleurs dans la cafétéria de Star Wars, dans le premier épisode de 1977. Là. On va dans la cafétéria, puis vraiment, c'est Heinz 57 de variété. Bien là, il y a autant de types de possibilités au niveau des êtres féeriques comme des êtres extraterrestres.
Les fameux, excusez-moi, les fameux cercles de fées. Bon, ça, c'est intéressant parce que les cercles de fées peuvent avoir une origine naturelle. On pense que plus de chances d'ailleurs qui ont une origine naturelle. Et on va voir plus tard qu'il y a d'autres origines qu'on n'arrive pas à expliquer. Alors, parmi ceux qu'on arrive à expliquer, ce sont les cercles de fées que vous voyez en ce moment, qui sont causés bien souvent par un arbre qui a pourri. Il ne reste que la souche. La souche pourrit, évidemment, avec le temps, et favorise l'éruption de certains types de champignons à cause des bactéries qui se développent là-dedans. On ne parle pas juste des amanites, mais plein de sortes de champignons. Je ne suis pas mycologue, je ne pourrais pas vous en dire plus qu'il faut. Mais on s'aperçoit d'une chose, c'est que les cercles de fées s'agrandissent d'année en année. Ça, c'est un autre phénomène qui aussi rend les gens un peu mal à l'aise au niveau de l'explication, mais c'est quand même un fait. Donc, ce n'est pas parce que vous voyez un fait de champignons que nécessairement il y a eu un atterrissage. Parmi les autres sortes de cercles de fées, donc des traces au sol, il y en a qui peuvent ne pas s'expliquer. Il y a des phénomènes naturels, par exemple, il peut y avoir eu des déversements de produits chimiques qui ont pu causer des trucs comme ça, des micro-tornades aussi, ou des affaissements de terrain. Un sol, qu'on appelle en langage plus technique une rhizosphère, c'est un milieu extrêmement complexe. Et puis, c'est un petit peu, pour faire une analogie, le radon que vous allez retrouver dans vos sous-sols. Vous pouvez avoir 200 becquerels de radon chez vous. Votre voisin à côté, à gauche, il y en a 40, puis le voisin à droite, il y en a 2000. Donc, la géologie d'un sol, d'un sous-sol, je devrais dire, et la composition organique du sol qui est au-dessus du sous-sol est tellement diversifiée que vous pouvez avoir des phénomènes comme ça qui apparaissent sans que ça soit facile de pouvoir les expliquer. Maintenant, je vais juste ouvrir une petite parenthèse ici. C'est une petite idée qui est tout à fait personnelle. C'est probablement que ça va passer inaperçu. C'est que je ne considère pas un ovni comme un ovni. Ce n'est pas un objet volant. Un vaisseau spatial ne vole pas dans l'air. Il n'est pas soumis à l'aérodynamique et aux lois de l'aérodynamique. Il se déplace dans l'air comme dans l'espace. Donc, ce qui est au-dessus du sol, c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le ciel. Donc, moi, j'appelle ça un objet. Ça reste un objet, qui est un terme général, mais c'est un objet qui est céleste et qui n'est pas identifiable. Pas identifié, ça veut dire que son cas est réglé. Pas identifiable, ça veut dire qu'on ne peut rien faire, mais peut-être qu'à un moment donné, on va finir par trouver une explication. Alors, pour l'objet aquatique, ben, on remplace le C par un A, mais je trouvais ça plus... Enfin, c'est un abus de langage de dire OVNI. Il faudrait changer de nom. Puis tantôt, dans l'introduction, je crois, d'un des intervenants, il parlait aussi d'un autre type d'acronyme. Ça viendra éventuellement, mais on ne pourra plus les appeler OVNI peut-être d'ici une dizaine d'années. On verra. Alors, comme je disais, il n'y a pas pour les OCNI de phénomènes qu'on retrouve, par exemple, pour les avions ou les hélicoptères, tangage, lacet, coefficient de traînée, sustentation dans l'air. On oublie ça. Ils se déplacent d'une autre façon qu'on ne connaît pas, mais qu'on soupçonne. Encore une fois, c'est une hypothèse mais qui tient quand même la route, mais c'est une hypothèse qui peut en valoir une autre. Donc, par électromagnétisme ou d'autres termes. Il y a un autre terme, tantôt que j'ai entendu, un autre acronyme que j'ai bien aimé. Ça peut être ça aussi. Alors, on va bien terminer avec ça, c'est que l'atterrissage d'un OCNI est possible dans un champ. Qu'est-ce que ça fait si ça atterrit? Bon, et là-dessus, je vais peut-être froisser certaines personnes, mais des fois, il y a des gens qui vont dans des champs, puis qui voient un cercle, puis là, ils vont chercher un kit du genre, le kit d'analyse d'eau d'une piscine. Ils vont faire des tests pour voir. Je suis désolé, mais si vous regardez certains ouvrages, par exemple, entre autres de Bourret, moi, je peux vous le dire tout de suite, en tant que chimiste de profession, ça prend environ 2,5 millions de dollars d'équipement pour faire des analyses de sol. Fait que si vous voulez perdre votre temps à le faire, faites-le, si ça vous amuse, mais vous ne trouverez rien et vous n'arriverez à aucune conclusion. Il y a plusieurs choses à penser et à tenir compte pour faire des analyses de sol pour en arriver à une conclusion que c'est peut-être quelque chose qui ressemble à ça qui a atterri.
Premièrement, lorsqu'une soucoupe volante, oh, j'aurais pas dû dire ça, l'OCNI, atterrit sur la rhizosphère, il y a un phénomène de tassement. Le phénomène de tassement, c'est quelque chose qui est bien connu. Un tracteur qui passe dans un champ va écraser la rhizosphère. Donc, le tassement est accompagné aussi, peut-être, si c'est magnétique, d'une différence de potentiel. On va y revenir un petit peu au niveau mathématique par la suite. Et là, il y a plusieurs phénomènes qui se passent au niveau de la rhizosphère, au niveau du sol. Et ces phénomènes-là, si on arrive à les analyser et à les interpréter, on pourrait peut-être, une chance sur X, en arriver à la conclusion qu'il y a quelque chose de lourd et possiblement de cylindrique qui a atterri là, puis qu'il n'y a pas d'explication, dans le sens qu'il n'y a pas une grue mécanique qui est au-dessus puis qui a déposé une pierre. Alors, je me suis amusé à faire quelques petits calculs ici. C'est qu'il faut d'abord voir s'il y a eu bel et bien un tassement causé par un vaisseau qui, en fait, a une masse. Le vaisseau a une masse, mais en fait, c'est sûr qu'il y a une masse puisqu'il est fait de matière. Mais sur la Terre, cette masse-là, on la traduit en poids parce que la masse est affectée par la gravité. Donc, F est égal à ma ou F est égal à mg. Alors, on obtient finalement un déplacement de la rhizosphère, un tassement, qui a une forme à peu près parabolique. Si on prend quelque chose qui pousse, qui a au départ une forme de disque, une forme donc de cercle. Alors, on peut obtenir, grâce à ça, un volume de terre tassé. Pour savoir si on sait de quoi on parle, il faut faire du carottage et analyser la densité en fonction de la distance dans le sol pour voir si on obtient effectivement un effet de tassement parabolique. On pourrait peut-être en arriver, grâce à un carottage supérieur, un quadrillage qui correspondrait peut-être à 8 fois la zone de tassement, à une déduction qu'effectivement, tenant compte du coefficient élastique du matériau organique, qu'effectivement, il y a eu quelque chose qui ressemble à un OCNI qui aurait pu avoir atterri. Ce sont des investigations c'est très scientifique, c'est très fastidieux, mais je ne vois pas comment on pourrait faire autrement que de faire ça plutôt que d'y aller par simple guessing, comme on dit en anglais. Donc, c'est d'imaginer ce qui aurait pu se passer sans prendre de mesures. Bon, au niveau de la dimension ici électromagnétique, on parle d'électromagnétisme. S'il y a électromagnétisme, il y a électro et il y a magnétisme. Si on prend juste la dimension électro, parce que j'ai décidé de fragmenter ça, c'est comme ça qu'on simplifie un problème. En tant que spécialiste en électrochimie, je suis très au fait des phénomènes électrolytiques, électrophorèse, électromigration, électrorémédiation. Moi, ce que je pense, c'est juste une hypothèse, c'est que si un OCNI atterrit ou si un OVNI atterrit sur une surface quelconque et qui produit un cercle de fée, par la suite, enrichissement de la zone centrale plus apparition de champignons, on peut dire d'amanite parce que c'est un des plus connus, des plus répandus, c'est peut-être possible s'il y a eu électromigration de certaines matières organiques polarisables ou polarisées à l'intérieur du sol. C'est comme ça qu'on arrive même à chasser, à nettoyer des sols contaminés. Donc, on plante des électrodes à l'intérieur du sol, on applique une différence de potentiel, il y a une migration qui se fait, ça change la nature du sol, évidemment. Est-ce que, ici, on pourrait dire que ça peut être aussi un cas? Il y a l'élément chaleur aussi qu'on pourrait impliquer, donc énergie. Alors, vous avez donc effet de tassement. Je déplace l'air. Donc, azote, oxygène est tassé. Je déplace de l'eau à cause de la chaleur. Je repousse ça vers les bords de la trace du vaisseau spatial. Et lorsqu'il part, il a changé les propriétés de la rhizosphère qui se traduisent 1 an ou 2 ans plus tard par l'apparition d'un cercle de fée. Donc, un cercle de fée peut avoir une origine naturelle, mais il pourrait, grâce à cette hypothèse-là, avoir également une origine dite extraterrestre. Bon, ça, c'est une belle
imagerie de conclusion, c'est qu'en réalité, depuis des siècles, on imagine toujours les fées, les lutins, les gnomes, les corrigans et les autres petits lutins en train de faire des danses autour de champignons géants. Mais là-dessus, moi, ça a allumé deux lumières. Un champignon géant, regardez la forme, la tête du champignon, ça ressemble un peu à un dôme. Ça pourrait ressembler à un dôme de soucoupe volante de l'époque d'OVNI ou un OCNI. Et puis l'autre problème aussi que ça soulève, c'est que l'amanite du mouche est un hallucinogène. Est-ce qu'on a vu des lutins parce qu'on a consommé des amanites? Donc, ça, c'est une autre hypothèse. C'est un petit peu comme les fameuses sorcières qui allaient au sabbat. Les sorcières, avant de partir pour le sabbat au Moyen Âge, avant de voir le grand bouc lui-même en personne, elles se oignaient avec une sorte d'onguent. Et vous allez trouver une recette de cet onguent-là dans le dictionnaire du diable et de la démonologie de Julien Tondrio, qui date de 1968. Et dans cet onguent-là, ben, il y a des opiacés. J'ai l'impression qu'il faisait un bad trip plutôt qu'à voir Satan lui-même. Alors, c'est peut-être aussi une autre hypothèse. Les gens ne voyaient pas de lutin autour des amanites géantes, mais ils l'avaient simplement imaginé par consommation. Pourquoi pas? Sky's the limit, sans faire de jeu de mots. Et puis, j'ai trouvé ça intéressant aussi d'avoir trouvé ça parmi les imageries populaires. Est-ce que des gens ont pu être abductés, amenés sur des endroits où les édifices de la planète qu'ils ont visités ressemblaient à des champignons? C'est une autre option. En conclusion, aurions-nous confondu les gens du petit peuple avec des extraterrestres? Première question qu'il faut se poser. C'est intéressant du point de vue historique. C'est pour ça que des ufologues se sont intéressés à ça, dont moi-même, qui est un ufologue amateur, parce que ça m'a toujours intéressé. Les deux aspects de cette théorie-là sont intéressants, les deux pôles. Ensuite de ça, est-ce que aussi, ça c'est une autre possibilité, j'en ai parlé tantôt, est-ce que des extraterrestres auraient pu utiliser des formes sympathiques pour se manifester auprès des gens, pour les côtoyer? Vous avez certainement entendu parler de ça, peut-être dans votre entourage, que des extraterrestres se promèneraient un peu partout à Montréal, centre-ville, New York, Los Angeles, sous une forme à peu près humaine, on peut dire, là, bon. Simplement pour nous étudier, mais ils n'ont pas leur véritable forme parce qu'évidemment, ils seraient repérés immédiatement. Est-ce que dans le passé, des extraterrestres auraient pu utiliser des formes, genre de costumes, si on peut dire, sympathiques, non effrayants, dans le seul but de nous étudier? C'est une autre possibilité. Ouais, le pouvoir hypnotique des fées, des gnomes, etc., c'est qu'on parle 4 minutes maximum, c'est beau. Alors, je vais en prendre juste 3 pour ça. Donc, le pouvoir hypnotique des fées, des gnomes, souvent on voit ça, mais il y a une analogie aussi avec les extraterrestres. Souvent, on lit dans des bouquins dédiés à ça, plus précisément, des cas où des gens demeurent paralysés pendant une période de temps X. D'autres sont carrément hypnotisés, d'autres ne se souviennent plus de ce qui s'est passé, comme dans le cas de Betty Barney Hill, dont on parlait tantôt. Mais apparemment, les lutins, les gnomes et même les fées ont ces mêmes propriétés-là. Alors, c'est quand même bizarre, ça, que ces choses-là se ressemblent à ce point. Alors, la science, dont je suis un membre, et je ne peux pas parler au nom de toute la science, mais je peux parler en tant que scientifique, on peut continuer à les analyser ou à les rejeter. Les rejeter, c'est facile. Dire non à quelque chose, il n'y a pas d'implication. Vous dites non à quelque chose, ça se finit là, tout le monde s'en va chez soi. Dire oui, il y a peut-être une possibilité. Peut-être une chance sur 1 million, mais moi, personnellement, ça me tente de continuer à les analyser. Je parle des témoignages, de continuer à faire du rapprochement et de m'intéresser au phénomène jusqu'à ce que peut-être un jour, on ait trouvé des explications plausibles
entre les deux phénomènes et se dire, bien, ce qu'on disait autrefois, c'est ça. C'est un petit peu comme les miracles. Bon, j'ouvre une parenthèse très, très brève ici. Il me reste 2 minutes, une. Bon, moi, je suis protestant de religion, mais on n'est pas censé parler de religion. Mais chez les catholiques, Dieu a marché sur l'eau. C'est un des miracles qu'il a fait. Sur les eaux du lac Tibériade, c'est un miracle. Mais pour les protestants, c'est pas ça que ça veut dire. Pour les protestants, on dit la parole du Christ, elle se propageait à l'époque tellement rapidement que c'est comme si le Christ marchait même sur l'eau. Alors, vous voyez les nuances, les interprétations des choses. C'est comme un accident qui arrive à une intersection. Plusieurs personnes autour de l'intersection vont avoir une vision différente de qui est dans le tort, qui a frappé l'autre et puis comment ça s'est fait. Alors, c'est un petit peu ça.